la 5. On désigne par X le nombre de points obtenus en jetant un dé. Ok. Donc ça c'est l'expérience quand même plutôt simple. Où ben, X... bon, c'est une question incomplète en fait, hein. Il manque une information, c'est un dé à combien de faces. Donc je suppose qu'on sous-entend que c'est un dé à 6 faces. Sinon il y a un souci. Nadir, bonjour, je ferai la 6 juste après. Donc X appartient à 1, 2 jusqu'à 6. Considérons les trois possibilités suivantes. A, le dé non pipé. Si le dé est non pipé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que X soit égal à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est la même. Donc c'est une expérience uniforme. Et donc ça fait 1 sixième pour tout I. Ça, je suppose que ça va. Pour le B, le dé est pipé de façon à ce que la probabilité de voir apparaître la face I est proportionnelle à I. Donc la probabilité que le dé vale I est proportionnelle à I. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que... ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est égal à un certain alpha fois I avec alpha qu'il faut déterminer. Comment est-ce qu'on va le déterminer? Je crois que j'ai fait des choses comme ça dans les vidéos. Je ne sais pas si elles sont ou pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Il y a des vidéos, j'ai fait ça en tout cas, ça je suis sûr. Donc ici, comment est-ce qu'on détermine ce alpha? On sait que la somme des probas, on sait que la somme de toutes les probas doit valoir 1. Donc on sait ça. Du coup, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la somme des alpha fois I pour I qui va de 1 à 6 doit valoir 1. Et alpha fois la somme des I pour I qui va de 1 à 6. Ça vaut combien ça? Ça vaut 21. Et donc j'ai que alpha doit être égal à 21. Et donc non, alpha doit être égal à 1 sur 21. Et donc je peux revenir en arrière. J'ai ma conclusion. Donc comment est-ce que je sais que ça vaut 21? Parce que je connais la formule par cœur, je sais que ça fait 6 fois 7 divisé par 2. Sinon vous pouvez faire la somme vous-même, donc 6 plus 5 plus 4, etc. Sinon vous utilisez le formulaire, dans le formulaire il y a cette formule qui est donnée. Sinon vous utilisez Wolfram Alpha, ça marche très bien aussi. Et du coup la probabilité que X soit égal à I est égale à 1 à I sur 21. Ça vous va? Et le dernier, qu'est-ce qu'il dit le dernier? Il dit le dé est pipé de façon à ce que la probabilité de voir apparaître la face I est inversement proportionnelle à I. Donc ça je l'ai fait aussi, je suis sûr. Donc ça c'est inversement proportionnel à I. Donc ça veut dire que c'est alpha sur I. Et donc par le même argument, on sait que la somme des probas doit faire 1. Donc on sait que alpha fois la somme des 1 sur I doit valoir 1. Ça je sais pas ce que ça vaut. On va le calculer. Allez, oui, on va le calculer. Donc je vais tricher, je vais utiliser mon logiciel magique. Je fais la somme des 1 sur I pour I qui va de 1 à 6. Et ça vaut 49 vingtièmes. Donc alpha fois 49 vingtièmes est égal à 1. Du coup, alpha est égal à 20 sur 49. Et je reviens, ma probabilité, elle vaut 20 I... Non, pardon, je m'énerve, mais un peu trop vite. Elle vaut 20 sur 49 I. Bon, je crois qu'on est bon.
Donc on a ça. On a ça. Et on a ça. Donc ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Jusqu'ici ça va? Yakout, tu me demandes, je lirai ta question après, d'accord? Alors dans chaque cas, représenter graphiquement la distribution de probabilité de x et en calculer l'espérance, oh là là, l'espérance, la variance et l'écart type. Bon ben, dans ce cas-ci, l'espérance c'est facile. C'est... À chaque fois, l'espérance, c'est la somme des valeurs fois les probas. Donc ici, ça fait quoi? Ben, ça fait somme des i sur 6. Et ça, on a déjà fait plusieurs fois. Ça fait 6 fois 7 sur 2 fois 6, ce qui fait 7 demi. Donc j'utilise la formule qui me donne que ça est égal à ça, qui est égal à ça. Alors pour la variance, je dois d'abord calculer l'espérance de x au carré. L'espérance de x au carré, je vais ouvrir mon formulaire parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Il est où mon formulaire? Formulaire. Voilà, donc j'utilise, je regarde en formulaire parce que je connais pas ces formules par cœur. Ça fait somme des k à carré. Et donc ça fait quoi? Ça fait somme pour i qui va de 1 à 6 des i carré sur 6. Et cette formule-là, grâce au formulaire, je sais que ça vaut quoi? Ça vaut 6 fois 7 fois 13 sur 6 fois 6. Voilà. Et donc ma variance, elle vaut... Donc ma variance, elle vaut quoi? Elle vaut ça moins ça au carré. Et j'ai pas l'énergie de calculer ce que ça vaut. Ça vous va? Oui? Non? Bof? Christine, tu dis oui? Tigona et Elisabeth, vous dites rien? Ok. C'est pas amusant, hein. C'est pas du tout amusant, mais c'est des choses qu'on fait. Moi, je fais plus jamais ces trucs-là à la main, j'avoue. Alors pour celui-ci, ça va être quoi? Ça va être la même chose. Donc l'espérance. Ah oui, il fallait encore faire le dessin. Donc le dessin de la représentation des probas, c'est assez simple, c'est constant. Donc c'est 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. Voilà. Alors pour le suivant, ça devient plus... je vais pas dire que c'est intéressant, mais ça devient plus délicat. Je vais pas recopier la formule à chaque fois, j'en ai marre. Donc je vais directement écrire ce que c'est. Donc c'est somme des i fois la proba, donc fois i sur 6 pour i qui va de 1 à 6. Donc là j'ai quoi? J'ai 1 sixième somme des i carré. Et bon, je suis désolé, mais je vais tricher, je vais utiliser une calculatrice. Et donc cette somme là, elle vaut, donc c'est somme des i carré sur 6. Attendez, je vais essayer quelque chose. Si je vous partage mon écran, vous êtes où?
Là, non, c'est pas celui-là que je voulais vous partager. C'est pas celui-là. Excusez-moi, je reviens. Parce que là, vous lisez mes messages, c'est pas top. C'est pas celui-là non plus. Non, c'est pas celui-là. Merveilleux. Il y a un but, hein. Je suis pas juste en train de vous faire perdre votre temps. Je veux vous apprendre quelque chose. Mais j'ai trop d'écrans ouverts en même temps. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Alors. Parce que ça ressemble de plus en plus à un monde où je vais avoir raison, malheureusement. Et donc vous aurez l'occasion d'utiliser votre ordinateur pour faire l'examen. Donc ici, je vais calculer ça avec l'ordinateur. Moi, je suis en anglais, peut-être que ça marche en français aussi, mais voilà. Vous voyez ce que je fais? Ah, je vois plus vos têtes. Où est-ce que vous êtes? Vous avez disparu. Voilà. Donc vous voyez ce que je fais. J'ai juste ouvert un navigateur. Donc moi, j'utilise Chrome, mais je suppose que ça marche aussi bien dans Safari ou dans autre chose. J'ai une bête connexion Internet, vraiment une bête connexion Internet. Je suis chez vous, donc ça marche vraiment pas bien. Et je fais la somme de i carré pour i qui va de 1 à 6. Je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faut écrire, mais je crois. Puis je pousse Enter. Voilà, ça fait 91. Ça fait 91 sixième. C'est magique, hein. Voilà, donc c'est ce que je vais faire pour le suivant aussi. Donc là, vous voyez ce que j'écris, je crois. J'ai trop de trucs ouverts en même temps. Vous voyez, donc si je fais ça, vous voyez bien ce que j'écris aussi. Oui? Ok. Et donc maintenant, l'espérance de x carré pour la variance, ça va être la somme des i carré fois i sixième. Voilà, de nouveau, je n'ai pas du tout l'énergie de calculer ça à la main, donc je fais ça avec ma machine. Et ça fait combien ça? Ça fait 441. Sur 6. Et du coup, ma variance... Ah, j'ai oublié l'écart type, je me rends compte. Ma variance, elle vaut 441 sur 6, moins 91 sur 6, au carré, pardon. Et mon écart type, c'est la racine de ce truc-là. Et si je devais dessiner ce truc-là, ça ressemble à quoi la loi? Maintenant, la loi, elle ressemble à... je vais reprendre la même chose. Ici. Et la loi, au lieu d'être constante, elle est croissante. Donc c'est 1 sur 21, 2 sur 21, 3 sur 21, 4 sur 21. Donc elle est croissante le long d'une droite. Enfin, ma droite est mal dessinée d'ailleurs. Elle est croissante le long d'une droite de pente 1 sur 21. Ouais, excusez-moi, là vous voyez mieux, je crois. Ça va vous... Oui, effectivement, c'était caché par Google. Faut pas hésiter à brancher vos micros dans ces cas-là. Hein. Parce que... je crois que vous n'avez pas besoin de voir quand je fais mes calculs, ça sert à rien quand même ça. Donc je vais vous repartager juste l'écran de la vidéo. Donc les calculs, entraînez-vous déjà à les faire, c'est super utile de savoir faire ça en plus. C'est beaucoup plus utile que de savoir le faire à la main. Voilà, vous êtes... je vous ai reperdu. Ah, j'aime bien. Où est-ce que vous êtes? Là. Ça va, vous êtes heureux avec ça? Enfin, heureux. Vous êtes... ça va? Et alors, le dernier, c'est inversement possible. Bah, c'est d'un ennui sans nom, donc je vais le faire à toute vitesse avec l'ordinateur. Donc, c'est la somme. Donc, ça va être la somme des 20 sur 49. Ah non, si, facile. Si, je vais le faire à la main. Donc on va sommer les valeurs fois les probas. Donc i allant de 1 à 6, et les probas c'est ça. Donc ici c'est facile parce que ce gars-là se tue avec celui-là. Et donc je vais avoir 6 fois 20 sur 49. Par contre pour l'espérance des x carré, je vais avoir la somme des i carré fois 20 sur 49
i, ça fait ce que ça fait quoi. Donc ça fait somme des i, donc celui-là se tue avec celui-là, et je me retrouve avec 20 sur 49 fois la somme des i, donc ça fait 6 fois 7 sur 2, et ça fait quelque chose, et donc la variance c'est ça moins ça au carré. L'écart type l'écart type c'est ça. Et à quoi ressemble la loi? La loi elle ressemble à un truc comme c'est inversement proportionnel, ça commence en haut et ça descend le long d'une courbe comme ça. Ça vous va? Alors, il y a une main levée de la part de Clara. Clara, tu as une main levée. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour. J'avais une question pour l'espérance. Les deux i, on peut les simplifier. Où ça? Juste au-dessus. Oui. Enfin, juste un peu avant. Mais donc, je comprends pas pourquoi ça devient 6 fois 20 sur 49. Ah, parce que tu as quand même une somme, hein. Donc tu as la somme des 20 sur 49, donc tu as 20 sur 49, plus 20 sur 49, plus 20 sur 49, 6 fois. Ah, ok. Ok, merci. De rien. Ah, je vois que Elisabeth, tu as posé une question, pardon. Je n'avais pas vu. J'étais tellement pris par ce que je racontais. Pourquoi est-ce qu'on a sorti un sixième, le i sur 6? J'ai pas sorti le i sur 6. Où est-ce que j'ai sorti un i sur 6? T'as toujours pas de micro, toi, en fait. Où ça? Là? Où ça? Au B? Non, ça c'est un 1. C'est un 1 sur 6. Ok. Oui, mais mon écriture est atroce. Je ne vous simplifie pas la vie. Bonjour Hugo. On est à l'exercice 5. Ah bah, tu avais déjà une réponse. Je ne vois rien. Elisabeth, je suppose que tu vois. Ah oui, ça c'est quand j'étais caché par Google. Ok, on est bon. Et donc, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif des formules pour cette partie du cours? Oui. Donc, récapitulatif. Donc, si x prend les valeurs, donc vous devez absolument connaître ces formules. Si x prend les valeurs x1 jusqu'à xn, et si la probabilité que x... Ouais, voilà, c'est tout. Si x prend les valeurs x1 jusqu'à xn, alors l'espérance de x, c'est la somme sur toutes les valeurs possibles des valeurs... Pardon. Valeurs fois proba. La variance de x... Pardon, autre formule. L'espérance d'une fonction de x, c'est simplement la même chose, mais on a remplacé les xi par les g de xi, parce que c'est g de x. Et la variance de x, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance de x. Pardon, j'ai écrit STDEV, ça veut dire Standard Deviation. C'est l'écart type. Et le reste, conifère formulaire, quoi. Toutes les formules des probas sont soit données dans le formulaire, soit vous les calculez. Je sais pas si ça répond à ta question, Yakout.
Si t'es encore là. Ok. Donc il y a vraiment... En fait, j'ai eu quelqu'un ce matin par Teams qui m'a demandé un récapitulatif sur le chapitre, je sais plus, le 2 je crois, chapitre avec les probas. Et vraiment, en fait, si vous regardez chaque chapitre, il y a genre 15 formules par chapitre. Et je mets beaucoup de blabla pour essayer de rendre ça... C'est peut-être pas intéressant, mais de rendre ça... Voilà. J'essaye, je fais de mon mieux. Mais au final, il y a pas grand-chose. Donc ici, effectivement, je t'ai résumé le chapitre 3, en fait. Modulo, la dernière section, on regardait les différentes lois. Et les différentes lois, donc les différentes probas ici, elles sont données dans le formulaire. Alors, il y avait une question après, c'était... Exercice 6. Exercice 6, et quelqu'un me demande la différence entre 7B et 7C. C'est quoi 7B et 7C? Bon, on va faire la 6 et puis la 7. Alors... T3... Ok. Alors, exercice 6. Donc, c'est un exercice un peu bête quand même. Ah non, le dernier n'est pas bête, mais le A est quand même bête. Je dirais ici, je fais ça parfois à l'examen aussi, et les gens sont souvent tellement perturbés parce que ça a l'air tellement idiot qu'ils savent pas quoi répondre. Mais voilà, faites-moi confiance, si je fais ça, c'est parce que je veux juste voir si vous savez recopier une formule. Voilà. Ça, c'est le A. C'est très très très... Voilà. Le B, donc calculer l'espérance mathématique de x. L'espérance mathématique, on sait que c'est la somme sur toutes les valeurs possibles. Donc ici k va de 0 à plus l'infini, de k fois 1 moins p à la puissance k fois p. Alors ici je ne m'attends pas... C'est un exercice intéressant. Je pense que la plupart d'entre vous ne seront pas d'accord parce qu'ils ne trouvent pas ça intéressant, mais c'est en fait un exercice intéressant de réussir à calculer ça à la main. Mais je ne vous demande pas de le faire, je vous demande juste de trouver la réponse. Avant, dans d'autres années, je demandais de le faire, mais ça prend quand même 20 minutes et vous avez probablement mieux à faire que de passer 20 minutes à ça. Et donc, par exemple, dans le formulaire, la réponse est donnée, je crois. Dans le formulaire, ça fait 1 moins P sur P. Alors s'il y en a parmi vous, soit ceux qui regardent maintenant, soit ceux qui regardent la vidéo, qui ont envie de savoir comment faire ceci, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil et je vous l'explique avec joie, ça prend 10 minutes. C'est un chouette exercice, mais c'est uniquement par curiosité intellectuelle. Alors le C, calculer la probabilité que x soit plus grand ou égal à 10. Donc ça, celui-ci est intelligent. Parce que c'est quoi ça? Ça c'est la probabilité que x appartienne à 10, 11, 12, 13, etc. Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec une proba comme ça? On somme sur toutes les valeurs de l'ensemble auxquelles on s'intéresse. Donc ça va être la somme pour, je vais mettre un j tiens pour changer, j qui va de 10 à plus l'infini d 1 moins p à la puissance k fois p. Ça va à tout le monde ça? Ok. Et donc ça évidemment c'est pas un calcul fini, donc il faut trouver une façon de faire. Je crois que vous pouvez mettre ça dans Wolfram Alpha. Je suis sûr que ça va marcher dans Wolfram. 1 moins p à la puissance k fois p pour... Ah zut, j'ai mis un k. Je vais mettre un j pour
j qui va de 10 à l'infini. Oui, il est pas mal, hein, Wolfram. Donc on va le faire à la main. Quelqu'un a une idée de comment... Vous avez sûrement, enfin, pas sûrement, mais beaucoup d'entre vous ont dû faire ce genre de choses à l'école secondaire. Ça vous rappelle des choses? Non? Vous avez joué avec les suites et les séries géométriques? Non? Antigona, Christine, oui. Elisabeth, oui. Ben, les autres, je vois pas vos têtes, donc j'en sais rien. Mais en fait, c'est ceux qui ont joué avec des séries géométriques, vous avez certainement dû jouer avec ce genre de choses. Je vais refaire un rappel qu'on a déjà fait. C'est aussi dans le formulaire. La somme pour k qui va de 0 à l'infini des q à la puissance k, ça vaut, ça vous rappelle des choses? Alors, Krivine, du coup, monsieur, on ne peut pas calculer 1 moins p car les j tendent vers l'infini. Ah bah si, justement, on peut. Pas... Le fait que ça tend vers l'infini n'est pas grave ici, parce que c'est ce qu'on appelle une convergence. Donc le secret réside dans cette formule-ci, ça vous rappelle des choses? Ça vaut 1 sur 1 moins q. Donc si vous sommez de 0 à plus l'infini des puissances successives d'un nombre qui est plus petit que 1 en valeur absolue, bah vous avez cette formule somme toute assez impressionnante qui vous dit que la somme des puissances converge vers une valeur très jolie, 1 sur 1 moins q. Et donc ici, j'ai quoi? J'ai pas exactement ça. J'ai pas exactement somme des machins à la puissance machin. J'ai une somme qui commence à 10. Donc si je fais j moins 10 égale 0, jusqu'à l'infini moins 10, ça reste l'infini. 1 moins p à la puissance j, et le p, je le sors. Est-ce que vous êtes d'accord avec la manipulation que j'ai fait ici? Dire que j va de 10 à l'infini, c'est comme dire que j moins 10 va de 0 à l'infini. Vous voyez ça? Et maintenant, je vais faire un tour de passe-passe. C'est en fait un changement de variable. Je vais appeler grand J, J-10. Ok? Mais si ça c'est grand J, bah ça c'est quoi? Petit J, c'est alors grand J plus 10. Suivez toujours? Donc cette astuce-ci, je m'attends à ce que vous la maîtrisiez à la fin. Je ne penserai pas que vous ne savez pas le faire. Donc ici, quand on fait ça, on a grand J qui va de 0 à l'infini. 1 moins p à la puissance grand J plus 10. Suivez toujours? Et ça, c'est sympa. Parce que le puissance 10 ici, je peux le sortir. Ça me fait p fois 1 moins p à la puissance 10 fois la somme pour grand J qui va de 0 à l'infini des 1 moins p à la puissance grand J. Suivez toujours? Donc les autres, je ne regarde que Christine, Elisabeth et Antigona, qui sont les seuls à avoir mis leur caméra. Si vous voulez que je tienne en compte de votre compréhension, mettez votre caméra. Donc les trois là, ça vous va? Nickel. Et là, je suis content parce que ceci, c'est ça. C'est une somme de puissances successives et les puissances vont de 0 à l'infini. Alors ça, je sais que ça vaut quoi? Ça vaut le p fois 1 moins p à la puissance 10, il ne bouge pas. Et ça me fait 1 sur 1 moins 1 moins p. Donc pourquoi c'est 1 sur 1 moins 1 moins p? Parce que on fait 1 sur 1 moins le truc qu'on somme. Donc le truc qu'on somme ici, c'est 1 moins p. Et alors, c'est terriblement joli. Enfin, moi, je trouve ça terriblement joli. Ça fait 1 moins p à la puissance 10. Ça vous va, ça?
Donc ce qu'on vient de montrer, c'est que la probabilité que x soit plus grand ou égal à 10 est égale à 1 moins p à la puissance 10. Et on vous demande ensuite de calculer la probabilité que x soit plus grand ou égal à 2. Je crois que c'était 2. Oui, mais il n'y a aucune différence. Si je mets 10, ou si je mets 2, ou si je mets 40, ou si je mets 100 000, l'argument que je viens de faire ici ne change pas. C'est le même argument. Et donc par exactement le même argument, on va tomber sur 1 moins p à la puissance 2. Et le dernier, alors le D, oui. Le D, il dit quoi? Le D, il dit calculer la probabilité que x soit plus grand ou égal à 10, sachant que x est plus grand ou égal à 2. Bah là, on utilise les formules qu'on connaît des probabilités conditionnelles. Donc ça, c'est ça. Oui, mais être plus grand ou égal à 10 et être... Attends, Yakout, j'ai pas compris la dernière ligne. D'ici à ici? Ok. Bah, c'est tout bête. C'est 1 moins 1 moins P, ça fait P. Et le P se simplifie. Donc ici, de rien. Donc ici, on a ça. Donc la probabilité que être plus grand que 2 et être plus grand que 10, bah, c'est simplement être plus grand que 10. Et là, je remplace, donc j'ai 1 moins p à la puissance 10 sur 1 moins p à la puissance 2. Ça me fait 1 moins p à la puissance 8. Ça vous va? Petite remarque. En fait, ce qu'on a, c'est que la probabilité que x soit plus grand ou égal à n plus h, sachant que x est plus grand ou égal à n, bah, c'est simplement la probabilité que x soit plus grand ou égal à h. Pas exactement le même raisonnement. Qui est quand même assez terrible. Et pour info, c'est ce qui s'appelle être sans mémoire. Mais on va pas en parler maintenant. Ça vous va? Vous êtes content? Krivine, je t'appelle, c'est correct quand je dis Krivine? Ça te va? Tu es. J'ai plus ou moins répondu à ta question? Ah bah voilà. Mais je me disais bien, mais je vois que ton. Je vois pas ton prénom. Donc je veux bien que tu me dises ton prénom. Constantin, j'ai. Chérine, ok, Chérine. Désolé de t'appeler. C'est un truc qui m'a toujours agacé quand on confondait mon nom de famille et mon prénom. Donc je compatis, désolé. Chérine, donc j'ai répondu à ta question. Je prends ça pour un oui. J'ai pas très bien compris la deuxième ligne du 2. C'est quoi le 2? Du B, tu veux dire, Constantin? Ah, du D. La deuxième ligne du D. Ceci? Ou ça? Non. Ceci? Ça, c'est juste, en français, être plus grand que 10 et être plus grand que 2, bah, c'est équivalent à être plus grand que 10. Donc cet événement-ci, c'est le même que celui-ci. Si tu veux le voir en patate, être plus grand que 2, il est là, et être plus grand que... Pardon. Être plus grand que 2, il est là, et être plus grand que 10, il est là. Donc quand tu prends l'intersection, bah, tu as juste le plus petit. Ok? Donc il y avait une question sur le 7B, 7C.
Ah, zut. Alors, supposons que les probabilités de naissance d'une fille et d'un garçon sont égales, considérant une famille de 6 enfants, mon dieu. Quelle est la probabilité que la famille se compose de 3 garçons et de 3 filles? Euh, Donc, ici, je vais utiliser le fait que je sais que cet exercice est dans la séance variable aléatoire discrète pour essayer de me souvenir, pour essayer de trouver une loi de proba qui s'applique ici. Et donc, mais en fait, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser la loi de proba ici. On peut aussi utiliser simplement son intuition. Mais ici, je sens bien que si on note x le nombre de garçons ou de filles, les nombres de filles, bah, x suit une loi binomiale de paramètres 6, 1 demi. Je sais pas si ça va à tout le monde ça. Donc il faut se souvenir de ce que c'est une binomiale. Une binomiale c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Bah, on a les 6 enfants, le succès c'est d'avoir une fille, et donc on compte le nombre de filles. Moi j'ai une fille. Je suis assez content. Bah après avec ceci c'est facile, le A. Donc quelle est la probabilité que x soit égal à 3? Ben, on va chercher dans le formulaire ou sur Wikipédia où on veut les formules, et on sait que ça vaut C3, 6, 1 demi à la puissance 3, 1 demi à la puissance 3. Et donc l'avantage d'avoir repéré que c'était une binomiale, c'est qu'on n'a pas dû réfléchir ici. Si on n'avait pas repéré que c'était une binomiale, on aurait dû réfléchir. Et on serait arrivé à la même conclusion. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à la même conclusion? Bah, c'est pas très compliqué. On a 6 slots pour les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de façons peut-on faire pour avoir 3 filles, 3 garçons? Ben, on choisit 3 slots pour les filles, là, là et là, disons. Il y a combien de choix de slots? Ben, c'est 3, 6. Et puis après, quelle est la probabilité d'avoir fille, fille, fille? Ben, c'est 1 demi puissance 3. Quelle est la probabilité d'avoir garçon, garçon, garçon? Ben, c'est 1 demi puissance 3. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'avantages d'avoir repéré que c'était une binomiale ici. Alors le suivant. Quelle est la probabilité que les 5 premiers enfants soient des filles? Ah, oui, mais dans ce cas-ci, on n'est plus dans le cadre d'une loi binomiale, donc ça ne sert à rien. On est plutôt dans le cadre d'une loi géométrique, pour ceux qui auraient envie d'utiliser ça. Donc en fait, ça, je peux mettre ici. Quelle est la probabilité que les 5 premiers enfants soient des filles? Bah, c'est la probabilité d'avoir fille, puis fille, puis fille, puis fille, 1, 2, 3, 4, 5, et puis garçon. Et donc ça va faire quoi? Bah, ça va faire 1 demi à la puissance 5 pour des... Ah non, je dis des bêtises. On ne dit rien sur le dernier, on demande juste que les 5 premiers soient des filles. Et donc ça fait juste 1 demi à puissance 5. Elisabeth, pourquoi? En fait, on n'est plus dans le cas d'une binomiale parce qu'on ne compte plus le nombre de filles ou le nombre de garçons. On attend le premier garçon. Tu vois, dans cet exercice-ci. C'est plus la même structure qu'ici. Mais c'est pas utile non plus d'avoir remarqué que c'était une géométrique. C'était juste une remarque en passant. Ça va tout le monde ça? Et alors le C, et je crois qu'on est en train de répondre à la question. Quelle est la probabilité que les 5 premiers enfants soient des filles et le dernier soit un garçon? Ah bah oui, mais donc ici, je crois que c'est assez clair. Les 5 premiers enfants doivent être des filles. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier doit être un garçon. On a la probabilité que les 5 premiers soient des filles. Et puis la probabilité que le dernier soit un garçon, c'est 1 demi. Ça répond à ta question? Je sais plus qui c'était. Yasmine, ça répond à ta question? Parfait. Question suivante.
Bonjour Clara. Plus de questions. J'ai mis plus tôt parce que j'ai match de foot à... Enfin j'ai... Mon fils a match de foot. Je voulais aller voir. C'est peut-être le dernier. Il n'y a plus de questions. Bien sûr que c'est possible de faire la question 9. Ouais, je crois que j'ai une grande discussion. Je sais pas s'il y en a avec vous. Je sais pas s'il y en a ici qui sont en TP avec Monsieur Alain Baudouin. Il est absolument topissime comme garçon. Il est souvent pas d'accord avec moi, ce qui est encore mieux. Et on a une grande discussion sur cette question. Lui, il trouve qu'elle est complètement débile. Je vais pas tarder à être d'accord avec lui, je crois. Mais quand même, j'y tiens. Dans 2 jeux de hasard, on a ça et ça. Ok, donc dans le premier, on va un peu regarder ce que ça donne. Donc on peut gagner 20, 50, 80 ou 120. Ou alors on peut gagner 28, 70, 125. Avec les probabilités qui sont ici. Représenté graphiquement, ça n'a aucun intérêt ça. Donc si je dessine, je vais faire un dessin qui va être plus ou moins correct. J'espère. Donc 20, disons que 20 c'est ici. Allez, on va dire... ça c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Pas méga malin. Donc on va mettre... Bon, c'est bien. Faisons ça comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a pour le jeu numéro 1, je vais le mettre en bleu. On peut gagner 20. On peut gagner 20. Ou alors on peut gagner 50. Ou alors on peut gagner 80. Ou alors on peut gagner 120. On peut gagner... Je vais mettre 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Donc je mets 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Alors on peut gagner 20 avec probabilité 0,2. Oh, c'est embêtant. 0, pardon. 0,4. 80 avec probabilité 0,3. Et 120 avec probabilité 0,1. Voilà. Donc je fais un petit diagramme en bâtonnet par exemple. C'est merveilleux. Et l'autre, je peux gagner 28, 70 ou 125. 28 c'est où? C'est à peu près là. 70 c'est ici. Et 125 c'est à peu près ici. Avec probabilité 0,5. Avec probabilité 0,3. Voilà. Et avec probabilité 0,2. Ça va tout le monde? Ah, Constantin, je viens de voir ta question. J'y reviens tout de suite. Mais après, je finis d'abord ceci. Donc ça c'est le A. Ah, fonction de... Ah mais zut, c'est vrai que je vous ai pas défini la fonction de partition de cette fois-ci. Bon, je vais enlever ça. J'enlève non, allez. C'est vrai que ça coûte pas très cher à déterminer. Donc ça c'est les fonctions de densité. Alors, la fonction de répartition... C'est une définition supplémentaire qui n'est pas donnée dans le cours théorique. C'est la fonction qui, à x, associe la probabilité que votre variable aléatoire soit plus petite ou égale à x. Et donc, si je fais
Alors là, il va falloir être un tout petit peu attentif. Donc, je prends... un petit peu plus de place. Donc ça c'est 10, 20, etc. Donc mes valeurs en bleu c'était quoi? C'était 20, 50, 80, 120. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Donc attention. On cherche à calculer... Bonjour Yakout. On cherche à calculer la probabilité que notre variable aléatoire x ici, celle-là, elle soit plus petite que x. Imaginons que x soit négatif. Quelle est la probabilité que ma variable aléatoire soit plus petite que quelque chose de négatif? Elle vaut 20, j'ai oublié, elle vaut 20, 50, 80, 120. Quelle est la probabilité qu'elle soit plus petite que moins 3? 0. Je sais pas si tout le monde le voit. Ça vaut 0. En fait, si on est... Je vais peut-être faire ça en un peu plus gros. Voilà. Si on y réfléchit, ça vaut 0 jusque... mais pas y compris jusque 20. Quelle est la probabilité qu'elle soit plus petite que 19,99? 0. Parce que le plus petit que ça peut être, c'est 20. Mais une fois qu'on arrive en 20, quelle est la probabilité que ce soit plus petit ou égal à 20? C'est la probabilité que ce soit égal à 20. Et donc ça vaut 0,2. Donc 0,2, je le mets ici. Vous voyez ça? Et puis après, de 20 à 50, ça ne va pas bouger. Parce que ça ne peut pas... Quelle est la probabilité que ce soit plus petit ou égal à 39,42? La seule valeur qui est plus petite que 39,42, c'est 20. Et donc c'est la probabilité que ce soit égal à 20. Donc je vais peut-être donner une petite note d'explication ici. Quelle est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 39,3? C'est la probabilité que x soit égal à 20. Il n'y a que celle-là. Par contre, quand j'arrive en 50, quelle est la probabilité que x soit plus petit ou égal à... Quelle est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 50? Ça c'est quoi? C'est la probabilité que x soit égal à 20 ou à 50. Et donc je vais sommer les deux probabilités. Donc je vais avoir 0,2 plus 0,4. Donc ça me fait 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici je saute en 6. Vous voyez ça? Et puis après, de 50 à 80, ça ne bouge pas pour les mêmes raisons qu'avant. Donc ça me laisse avec ceci jusque ici. Puis en 80, de nouveau, je vais sauter. Je vais sauter en combien? En 0,9. J'ai pas assez... Voilà. Donc après ça va sauter en 0,9. Donc 0,6, 7, 6, 7, 8, 9. Ah zut, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc 6, 7, 8, 9, ça saute en 0,9 et ça va rester en 0,9 jusque 120. Et puis en 120, ça va sauter à 1. Et ça va rester à 1 jusqu'à la fin des temps. Vous êtes OK avec ça? Et donc ceux d'entre vous qui ont fait ça à l'école, vous avez fait des fonctions de fréquences cumulatives. C'est ça, ce sont les fréquences cumulatives ici.
Voilà. Le B, ça va être la même chose. Hein. Le B, je vais faire enfin l'autre, pardon, pas le B, mais l'autre, ça va être la même chose. Je vais juste le faire un peu plus vite. Donc il prend les valeurs. Il prend quelles valeurs? Il prend les valeurs 28, 70 et 125. J'avais mis quelle couleur? Rouge. Et donc ça va être 0 jusqu'à 28. On saute en 28, on va à 0,5. On reste à 0,5 jusqu'à 70. Ensuite là on saute jusqu'à 0,8. Donc 1, zut. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Jusque là. Ensuite 6, 7, 8. Jusqu'ici. Et puis on saute à 1. Voilà. Alors, on vous propose de participer gratuitement à un des deux jeux. Lequel choisiriez-vous et pourquoi? Alors, je crois qu'Alain n'était pas d'accord avec mon correctif et je crois que je suis d'accord avec son... Oui, c'est ça. Il n'est pas d'accord avec mon correctif et je suis d'accord avec son désaccord, même si mon correctif est quand même correct. Donc, je pose une question floue en fait. C'est quel jeu tu choisis? Bon ben, regardons un peu. On a deux jeux de hasard. On a ce jeu-là et ce jeu-là. Et il faut choisir lequel des deux on préfère. Ben, moi, je suis plutôt du genre à pas aimer trop prendre de risques. C'est pour ça que je suis encore prof d'UNIF. J'ai jamais quitté l'école. Donc je vais choisir le truc le moins risqué. Donc c'est quoi le moins risqué? Ben, je vais d'abord regarder la moyenne. Et bah déjà, celui qui aura la moyenne la plus grosse va peut-être m'intéresser le plus. Mais c'est pas que ça qui va m'intéresser. Donc je vais d'abord regarder les moyennes. Donc l'espérance du gain dans le premier jeu, bah, c'est 20 fois 0.2 plus 50 fois 0.4 plus 80 fois 0.3 plus 120 fois 0.1. Tout le monde voit d'où sort ce calcul? Je pense ça pour un oui. Et j'ai fait la... Où est-ce que j'ai fait ça? Exercice combien en fait? Exercice 9. J'ai visiblement... Oh, mes dessins, le correctif ressemble à rien du tout. Visiblement ça fait 60. Je vais faire confiance. Et dans l'autre jeu, donc on va appeler ça X1. Ça c'est le jeu que j'ai dessiné en bleu. Et X2 sera le jeu dessiné en rouge. L'espérance du gain dans le jeu 1 c'est 60. L'espérance de gain dans le jeu 2 bah, c'est 28 fois 0,5 plus 70 fois 0,3 plus 125 fois 0,2. Et je fais confiance à mon correctif. À ce qui paraît, ça fait 60 aussi. Donc ils ont la même moyenne. Donc en moyenne, on aura la même chose. Mais c'est peut-être intéressant de regarder la variance. Donc la variance, c'est quoi? C'est 20 au carré fois 0,2 plus 50 au carré fois 0,4 plus 80 au carré fois 0,3 plus 120 au carré fois 0,1 moins 60 au carré. Tout le monde voit d'où ça sort? Je vais vite faire le calcul, pas à la main, ça c'est sûr. Donc
Moins 60 au carré. Ça n'existe pas. Ça fait 840. Et donc l'écart type. Ça vaut la racine carrée de ce truc-là. Ça vaut 20, disons que ça vaut 30. Ça vaut 28,98. Et la variance du jeu x2, bah ça vaut... je fais directement le calcul. Donc c'est 28 au carré fois 0,5 plus 70 au carré fois 0,3 plus 125 au carré fois 0,2 moins 60 au carré. Et donc la déviation standard vaut 37,24. C'est-à-dire que le jeu rouge a une variabilité beaucoup plus grosse que le jeu bleu. Donc c'est ce qu'on lit ici. On voit qu'il y a une variabilité de 37 par rapport à une variabilité de 30. Et moi du coup dans mon correctif j'ai marqué que je préférais alors le jeu 1 parce que je vais prendre le jeu le moins risqué. Et Alain me disait bah, c'est idiot parce que tu payes pas donc en moyenne tu gagneras la même chose, autant prendre un peu de risque. Et donc lui il préférait prendre le jeu 2. Voilà. Après c'est une question de préférence. Lui, il a quand même arrêté, donc vous le connaissez peut-être pas, mais donc c'est un assistant qui a arrêté sa carrière d'ingénieur pour devenir prof. Donc lui, je suppose qu'il aime bien le risque. Et moi, j'ai jamais arrêté d'être prof, donc j'aime pas le risque. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à choisir le jeu bleu, et quelqu'un qui préfère plus de risques aurait tendance à choisir le jeu rouge. Alors s'il faut payer un... Donc par contre la question C, elle est peut-être plus sensée. Si vous devez payer 68 € pour jouer, est-ce que vous voulez jouer Bah attends, Clara, tu as une question. Oui, pourquoi vous allez choisir le 2 si on veut prendre plus de risques? Si la variance, si l'écart type il est plus grand, ça veut dire qu'on a plus de chances de gagner, non? Non, ça veut dire que ça va beaucoup plus osciller, donc tu as plus de chances de gagner plus, mais tu as aussi plus de chances de gagner moins. Ah, donc si l'écart type est plus petit, plus de chances j'ai de gagner La moyenne. La moyenne, c'est ça. Et donc on n'aura pas pu répondre à la question sans l'écart type. Sans l'écart type, tu Juste sais en pas répondre à la question. La moyenne. Non. Ok, merci. De rien. Et donc pour le C, Kian, je crois que je suis d'accord avec toi. Non, on va pas jouer. Hein, en moyenne, on perd. Donc, sauf si on aime vraiment beaucoup le risque, on va pas jouer. En même temps, tous les gens qui vont jouer au casino, ou tous les gens qui jouent à la loterie, ou tous les gens qui jouent au jeu gratté, ils jouent à des jeux d'espérance. Ils vont jamais gagner. Donc peut-être qu'il y en a qui aiment quand même jouer. C'est une autre question. Je vois que j'avais oublié que j'avais fait ça. J'ai rajouté une petite note en bas de page dans mon correctif qui venait de la discussion avec Alain. Donc oui. Donc voilà, c'est pas une question que je pourrais poser à un examen parce qu'il n'y a pas de réponse propre. Vous pourriez me dire que vous n'êtes pas d'accord avec ma réponse. Enfin, quoi que je pourrais poser la question à l'examen et alors je devrais coter comme correcte toute réponse qui se défendrait. Aude, si les deux moyennes... Je suis distrait. Excuse-moi, Aude. Si les deux moyennes sont différentes, est-ce qu'on a besoin de calculer l'écart type? Je ne sais pas répondre à cette question. Ça dépend. Si les moyennes sont différentes mais proches, alors peut-être que tu préféreras quand même jouer à un jeu d'espérance plus petite mais avec une variance plus petite.
Voilà, donc ça se discute. Il n'y a pas de réponse claire, ça dépend des circonstances. Alors Constantin, tu n'étais pas content de mon explication du 7A. Cool. Donc pourquoi est-ce que j'avais ceci? Simplement si tu en fait quand je fais ça c'est que je ne sais même plus de quoi je parle en fait, c'est juste atroce. Donc pourquoi c'est binomial? Donc parce qu'on compte le nombre de filles. Donc, quelle est la probabilité que la famille se compose de 3 garçons et 3 filles? Bah, tu as 6 enfants, et tu comptes le nombre de filles dans ta famille, ou le nombre de garçons, c'est pareil. Et donc, quand tu comptes le nombre de succès dans une expérience qui est répétée un certain nombre de fois avec la même probabilité de succès à chaque fois, bah, tu es dans le cadre d'une expérience binomiale. C'est la définition même d'une binomiale. Ça répond à ta question, Constantin? De rien. Autre chose. Cette séance-ci est quand même pas mal facile, donc si vous voulez faire un exercice d'une séance précédente, on peut aussi. Hein. Clara, le 2. Un aviculteur. Donc, on y va. Un aviculteur donne à un ami 5 œufs pris au hasard dans un lot de 10 œufs, dont 4 proviennent d'une poule et d'un coq de race F et 6 d'une poule et d'un coq de race G. Alors je suis en train de lire mais je n'écoute plus ce que je lis. Donc un aviculteur donne à un ami 5 œufs pris au hasard, donc on a 10 œufs dans un panier. Donc on a 10 œufs. Et on en choisit 5 au hasard. Ah oui, mais dans ces 10 œufs, il y en a 4 de type F et 6 de type G. Et on suppose que les œufs sont indiscernables les uns des autres avant éclosion. Les 5 sont mis à couver. On suppose que tous les œufs vont éclore. Et X, c'est le nombre de poussins de type F. Alors, merci Clara, c'est une chouette question. C'est pas une binomiale ici. C'est pas une binomiale parce que certes, on est en train de compter le nombre de succès lors de 5 répétitions d'une expérience, mais les probabilités diminuent. Si tu as tiré les 4 F au début, tu n'as plus aucune chance d'avoir un F au cinquième tour. Donc ce n'est pas une binomiale. Voilà. Donc attention, pas binomiale. En fait, pour ceux qui connaissent ce vocabulaire, on est dans le cadre d'une expérience hyper géométrique. Ça porte un nom, tout porte un nom de toute façon. Donc ça porte un nom ce truc-là. Mais c'est pas important. Donc quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x? X est le nombre 2 de type f à la fin. X il peut valoir 0, 1, 2, 3 ou 4. Ça je crois que c'est évident. C'est évident? Ok. Le B. Quelle est la probabilité que x soit égal à 0? Donc quelle est la probabilité que je n'ai aucun œuf de type F? Donc là je vais faire du cas favorable sur cas possible. Il y a combien de façons de choisir un 5 œufs dans 10 œufs? C'est C10-5. C5-10. Ça te va ça, Clara? Et alors, combien de façons vont faire que je n'ai aucun œuf de type F? Je veux en choisir 5 parmi 6.
crois que c'est juste ça, non? Oui. Donc, comment est-ce que je peux faire en sorte pour que je n'ai aucun œuf de type... Ça, c'est aucun œuf de type F. Bah, je dois choisir parmi ceux-là. Donc, je vais en choisir 5 parmi les 6 ici. Ça fait ce que ça fait. Je ne sais pas ce que ça vaut et je ne vais pas le calculer. Quelle est la probabilité que x soit égal à 1? Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au dénominateur, j'ai toujours la même chose. J'en choisis 5 parmi 10. Et au-dessus, bah, je veux un seul œuf de type F. Donc j'en choisis 4 parmi les 6 de type G. Et puis j'en choisis un parmi les 4 de type F. Oui? Je vais peut-être faire le suivant et alors ça va peut-être même devenir évident. Quelle est la probabilité que j'en ai 2 de type F? Bah, ça va être au dénominateur, c'est toujours la même chose. Maintenant, je vais en choisir 3 parmi les 6 de type G et 2 parmi les 4 de type F. Mais c'est vrai que le correctif n'est pas méga clair. J'ai fait des manipulations de formules un peu bizarres. La probabilité que ce soit 3, bah, c'est toujours le même dénominateur. J'en choisis... Je sais plus ce qu'on fait. 5, donc j'en choisis 2 parmi les 6 et j'en choisis 3 parmi les 4. Et la probabilité que x soit égal à 4, ça vaut C4, 4, C1, 6. Claire? Oui, merci. Plaisir. Aude, pourquoi dans... Ah si, oui, tout à fait, c'est une excellente idée, Aude, merci. En fait, oui, en fait, je ne l'ai pas mis parce qu'on n'y pense pas, mais il est là. Il est tout à fait là. Ok, bah ça c'est le A. Non, c'est le B. Et le C, c'est calculer l'espérance de ce truc-là, c'est ça? Ouais, mais ça on n'a pas envie de faire. Donc ça vaut quoi? Bah, ça vaut 0 fois... Je vais tricher, je vais aller voir dans le correctif. Donc ça, visiblement, ça vaut 6 sur 252. Ça vaut 60 sur 252. 120. 60. Bah oui, en fait, c'est symétrique. Et 6. Donc, en fait, c'est pas si compliqué. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire... donc, j'ai du 252 qui va aller devant tout le monde. Donc, je peux le sortir. Et puis, j'ai avoir 0 fois 6, plus 1 fois 60, plus 2 fois 120, plus 3 fois 60, plus 4 fois 6. Et ça, visiblement, ça fait 2. J'y crois. Ça va? Est-ce que j'ai toujours du son? Oui. D'autres questions? Oh, du café froid. Ah, c'est pas bon. L'espérance... Kian est en train de me dire que l'espérance est évidente. Pourquoi? Je sens que je suis d'accord avec toi en plus. Ah, non, jamais besoin d'utiliser la formule là, c'est juste que moi j'étais pris dans mon trip. Tu peux expliquer pourquoi c'est évident? Je suis fatigué moi. Je peux utiliser mon micro? Oui, s'il te plaît. On a 4 succès, 4 bons œufs sur les 10 et on demande d'en prendre 5. Donc c'est assez évident on prend la moitié des œufs disponibles, on espère avoir la moitié des bons œufs. Donc 2 sur 5. Je sais pas. Je le vois pas là, mais c'est peut-être... On a 10 œufs en tout, dont 4 qui sont les F, donc les 4 qu'on a envie de recevoir. Oui. En prenant 5 œufs, on prend la moitié du total des œufs, donc on espère avoir la moitié du total des bons. Oui. Mais ça, tu vois, moi, quand je dois faire attention à un résultat comme ça, je n'oserais jamais avoir confiance en mon intuition à ce point-là. Bon, moi non plus.
Mais tu peux, mais moi, mais j'aime bien ce que tu dis. Je répète, je crois que si j'ai bien compris ce que tu dis, je crois que c'est tout à fait logique. Tu as 10 œufs, dont 4 sont bons. T'en prends la moitié des œufs, bah, en moyenne, tu vas prendre la moitié des 4 bons. Ouais. Oui, c'est tout à fait logique. Oh oui, j'aime bien. Mais ça, j'y aurais pas pensé tout seul. Clara, tu as encore une question? Mais est-ce qu'on peut aussi, pour l'espérance, se fier aux probabilités et regarder pour quelle valeur la probabilité est la plus grande? Ça non, par contre, parce qu'il peut arriver que tu aies des lois qui seront pas symétriques. Donc celle-ci, ici, oui. Ici, oui, tu as raison, tu peux le faire. Mais je ne sais pas si tu l'as fait exprès de voir que en fait, c'est une loi qui est symétrique. Tu as 6, 60, 120, 66. Et donc, effectivement, la valeur. Bon, en fait, c'était encore plus simple c'est encore plus simple que le truc de Kian. C'est dire bah, la moyenne, sera celui-là, ce sera celui-là. Parce que c'est celui-là qui est la plus grande. Mais ça, c'est uniquement valable quand ta loi est gentiment symétrique. Si ta loi n'est pas Mm. gentiment, si ta loi n'est pas gentiment symétrique, ce n'est plus le mode qui est la moyenne, c'est autre chose. Ok, merci. Mais j'aime bien ce que tu dis aussi, oui, ça marche aussi très très bien. De dire pouf et donc pouf. T'as encore la main levée, c'est fait exprès, Clara? Ne recommence pas. D'autres questions? Antigona, oui. Bonjour. En fait, pour la question 11, j'ai regardé votre correctif et j'ai pas vraiment compris en fait pourquoi on utilise la loi de Poisson après. Oui. Donc, la loi de Poisson, elle sert à compter le nombre d'événements. Donc compter le nombre d'événements observés ou le nombre de succès quand tu répètes une expérience un très 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 grand nombre de fois et qu'en moyenne tu as un petit nombre de succès. Donc typiquement une loi de Poisson c'est très fort utilisé par exemple pour les accidents de voiture. Tu te mets à un carrefour, tu comptes le nombre d'accidents, bah t'en as, je sais pas, en arrivant dans Bruxelles, tu as des zones où tu en as un ou deux par jour. Ben, tu peux modéliser le nombre d'accidents qu'il y aura avec une loi de Poisson parce que chaque voiture que tu vois passer, c'est comme une expérience. Chaque voiture a une toute petite probabilité de tomber en panne, mais en moyenne, ça fait quand même un ou deux par jour. Maintenant, coronavirus, même combat, quoi. Chaque personne a une toute petite probabilité d'être gravement malade avec le corona, mais globalement, il y a quand même, je sais pas moi, je sais plus quel est le nombre d'infectés graves, mais genre 10 sur 1000. Donc ça c'est aussi une loi de Poisson. Et donc ici bah, tu as un fil de métier à tisser qui se casse, bah, il se casse un certain nombre de fois, 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais en moyenne il se casse 0,375 fois par heure, c'est-à-dire moins d'une fois par heure il se casse. Bah donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire que x, attends, je vais écrire, voilà, paste, non, voilà. Donc tu mets x, c'est le nombre de cassures. Bah, tu peux visualiser le nombre de cassures comme bah, tu répètes je sais pas, un gigantesque nombre de fois l'expérience d'utiliser ton fil pendant une heure, et moins d'une fois par heure ça casse. Et donc tu vas dire que ce machin-là sera effectivement bien modélisé, ou en tout cas pas mal modélisé par une loi de Poisson de paramètres bah, la moyenne qu'on te donne. C'est pas une binomiale, c'est pas une exponentielle, c'est pas la seule loi qui soit possible, c'est la loi qui compte le nombre de succès dans un cadre style Poisson. C'est plus clair? Donc en général, la binomiale et la Poisson, c'est un peu le même combat. Ça compte. La binomiale, tu l'utilises quand ton nombre d'expériences est petit. Et la Poisson, tu l'utilises quand ton nombre d'expériences est grand, très très grand, ou alors quand il est inconnu. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Plus de questions? Comment est-ce que la variance est égale à l'espérance d'une autre probabilité? Alors, il y a deux façons de comprendre ta question. Enfin, tu prends un peu le micro et précise. Parce que je crois que ta question est très intelligente. Mais je suis pas sûr. Tu peux préciser? Tu trouves ça bizarre que ce soit égal? En fait, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse dans mon travail, étonnamment. T'as raison, c'est bizarre. C'est très bizarre d'avoir une loi dont la moyenne est égale à sa variance. Et si tu y réfléchis très 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 longtemps, genre si t'as que ça à faire, bah, si on te confine, peut-être que tu auras beaucoup de temps, il est possible de montrer qu'il n'y a qu'une seule loi sur les naturels qui a sa moyenne qui est égale à sa variance. Il n'y en a qu'une, c'est la poisson. Et donc c'est une caractéristique extrêmement forte de cette loi-là. Et donc comment c'est possible? Bah, je sais pas, c'est un petit miracle de cette loi-là qui fait que c'est le cas. Mais c'est la seule. Voilà, c'est une excellente question de maths. Donc cette année-ci, en 3e année chez les matheux, je donne ça comme projet de recherche. Donc c'est une excellente question. Personne l'a pris. Donc c'est un projet de recherche qui n'intéresse personne, mais c'est un projet de recherche quand même. Non, il y a des questions vraiment super autour de tout ça. C'est encore un sujet de recherche en 2020. Antigona, tu as une question? Non, tu faisais juste coucou. Ok. Bon, bah si vous avez plus de questions, on arrête là. Sachez que je reste disponible, donc si vous avez des questions, j'arrête l'enregistrement.